Bonjour, bienvenue dans l'Arbre à Palabre, l'émission. Je suis Valentin Levan. Je reçois donc un invité qui va notamment se présenter à vous. Présentez-vous, monsieur, à tous ceux qui nous suivent. Bonjour Monsieur Levan, merci de me recevoir sur votre plateau. C'est un plaisir particulier et pour vos auditeurs et téléspectateurs, je suis Brice Gomain, ministre d'État, ministre en charge du département de la Défense et des ex-combattants du gouvernement du Conseil national de libération du Congo. Mais ceux qui nous suivent aimeraient bien savoir quel est le rôle que tu occupes notamment dans le gouvernement national de la libération du Congo. Et comme je disais, je suis le ministre en charge du département de la Défense, ce qui sied très bien avec mon background parce que je ne l'ai certainement pas dit, mais en termes de background, j'ai un background militaire, mais bon, mais on ça aimerait c'est une savoir, partie. le background c'est quoi? Le background, c'est la formation depuis le tendre-âge de 11 ans. Je suis entré dans l'apprentissage du maniement d'armes et des stratégies militaires et j'y suis resté jusqu'en 97. Alors, c'est ça mon background. Vous êtes l'armée de terre, l'armée de l'air? Je suis de la marine, qui est une branche des 3 armes que nous avons au pays. Et ben voilà. Mais en tant que ministre de la Défense du Conseil national de la libération du Congo, on aimerait savoir quels sont vos moyens d'action. Les moyens d'action, ici, il faut d'abord relever, montrer aux gens que nous sommes un outil de combat. Nous sommes un outil de combat parce que vous n'êtes pas sans oublier que le Congo vit depuis 20 ans et plus maintenant l'une des pires, j'allais dire catastrophes, mais l'un des pires systèmes qui puissent être au monde. Quand vous regardez partout sur les chaînes internationales, vous savez qu'on est en train de parler du Congo comme étant un pays sous un système autoritaire. Et parce que nous sommes sous un système autoritaire, il va falloir que nous puissions nous en débarrasser. Nous nous sommes donc organisés comme gouvernement pour pouvoir faire face non seulement à ce déni de droits de l'homme que subissent tous les Congolais, mais aussi et surtout à faire partir tous ceux qui sont responsables de cette dictature et en plus, surtout, à remplacer. Nous sommes appelés à remplacer ces gens-là. Oui, vous parlez qu'il faut combattre la dictature. Vous êtes appelés à remplacer ces gens-là. Mais aujourd'hui, on constate dans la diaspora, votre gouvernement est beaucoup critiqué. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Parce que, qu'on le veut ou pas, il y a eu beaucoup de gouvernements et on aura peut-être d'autres après. Mais vous êtes quand même un gouvernement qui s'est distingué. Et on aimerait savoir comment vous supportez le poids de ces critiques. Parce qu'aujourd'hui, ça part de tous les côtés. C'est tout le monde qui vous critique. Comment vous vous sentez? Merci, Monsieur Levan, pour ce que vous dites en termes de distinction, que nous nous soyons distingués. Cela prouve à suffisance que ce que nous ne faisons pas les choses par hasard. Mais il y a une chose que j'aimerais dire ici pour commencer. Nous sommes censés être en démocratie. Et la démocratie, c'est le meilleur système qui puisse aller avec la multitude. Nous sommes 5 millions de Congolais. Est-ce que votre gouvernement est pour la division ou pour l'unité? Nous sommes 5 millions de Congolais, je disais. Nous n'allons pas, tous les 5 millions de Congolais, diriger le Congo. Et donc, nous faisons, par le truchement des élections, nous faisons comme un appel d'offres pour dire quel est le meilleur d'entre nous qui a le plan pour avancer le Congo, pour faire développer le Congo, pour le sortir du marasme dans lequel nous sommes. Et nous donnons nos voix à une personne. Chaque Congolais, nous sommes tous égaux devant la loi. Nous avons tous une voix. Aucun Congolais ne vote 2 fois si ce n'est de la tricherie. Et donc, à ce titre, nos moyens d'action, c'est d'abord éveiller les consciences des Congolais. Dire aux Congolais que nous avons des droits. Ce qui veut dire que tout élu congolais a un droit de nous rendre compte. C'est pas nous, le peuple, qui devons rendre compte aux élus ou aux chefs, comme vous voulez, mais c'est plutôt ceux que nous avons élus, à n'importe quel titre,
depuis le simple député jusqu'au président de la République. C'est à eux de nous rendre compte, parce que c'est nous qui leur donnons notre mandat. C'est nous qui disons, bon, voilà les clés de la communauté nationale, voyez comment il faut gérer. Et c'est à eux de venir vers nous pour nous dire, bon, vous m'avez donné votre mandat, voilà ce que j'en ai fait, voici ce que j'en ai fait. J'ai pas été capable d'aboutir à avoir un contrat avec le FMI pendant 2-3 ans et j'ai pas pu faire ceci, j'ai pas pu vous ramener de l'eau, je n'ai pas pu vous mettre l'électricité, je n'ai pas pu vous mettre ceci et j'ai divisé votre pays sur des bases qu'il connaît. Et à ce moment-là, nous allons voir qui d'autre va venir. Et donc, notre travail, notre rayon d'action, c'est d'abord faire connaître aux Congolais quels sont leurs droits. Savoir dire aux Congolais que c'est le Congolais qui est le patron, c'est pas le président de la République qui est le patron. C'est le Congolais qui est le patron parce que le président de la République travaille pour nous. Et c'est à nous qu'il doit des comptes. Et si, en milieu de contrat, parce que le contrat que nous signons, c'est pour 5 ans, et si en milieu de contrat, nous nous rendons compte que l'homme ne fait pas son travail, il nous revient de décider de nous mettre dehors. Si nous nous rendons compte que les gens qui ont travaillé pendant très longtemps pour le Congo n'ont pas leur argent de retraite, si nous nous rendons compte que nos enfants qui sont allés étudier ici et là n'ont pas leur bourse, si nous nous rendons compte que l'eau que nous avons demandée ne coule pas au robinet et que tout ce que nous voyons, c'est, on a fait certainement des puits au Congo pour puiser l'eau qui coûte le plus cher du monde, plus cher même qu'au Niger, qui est un pays désertique. Si nous nous rendons compte que on a construit des aéroports qui ne reçoivent aucun vol aujourd'hui, alors que cet argent aurait pu mieux être utilisé pour d'autres causes, nous pouvons, à n'importe quel moment, nous soulever et nous dire, si nous continuons avec toi, nous sommes à 2-3 ans, mais la direction que vous êtes en train de prendre n'est pas la bonne, et s'il y a 2-3 ans de plus, certainement qu'il y aura, excusez-moi l'expression, une vénézuélisation du Congo. Il y aura comme le Venezuela, les gens vont aller se nourrir dans les poubelles. Mais on aimerait savoir, votre gouvernement, vous êtes ministre de la Défense du gouvernement du Conseil national de libération du Congo, mais on aimerait savoir comment vous organisez votre défense. Notre défense, étant donné, nous avons la structure d'un shadow cabinet. Un shadow cabinet, c'est un shadow cabinet. Nous sommes dans l'opposition, non pas seulement pour critiquer, mais nous avons des propositions. Nous allons d'ailleurs parler plus tard de nos stratégies de défense, mais cette stratégie de défense-là, c'est en fait pour défendre ce qui, au Congo, est tout ce qui est intérêt national. Là où les centres d'intérêt nationaux, c'est ça la défense des intérêts. Et donc, si un jour, l'intérêt national est menacé, par exemple, par un virus, Ebola, et nous allons, dans notre stratégie de défense, faire face à ce virus-là. Mais vous savez qu'avec le 21e siècle, les conflits, c'est pas seulement un État qui vient attaquer avec armes un autre État. Aujourd'hui, il y a les cyberattaques. Aujourd'hui, il y a les gens qui viennent se faire bombarder. J'ai même pas envie de citer les noms de ces organismes, de ces organisations-là. Donc, ça peut être une organisation qui vient s'attaquer à nous. Et donc, nous avons des défis spéciaux du 21e siècle, et en face de ces défis, nous allons préparer ce que nous avons comme moyen pour faire face à ces nouveaux défis qui sont apparus et continuer à vivre dans la communauté des nations. Mais est-ce que vous ne pensez pas que votre gouvernement représente aussi une menace ou un danger pour le peuple congolais, puisque dans votre gouvernement, il y a des gens qui notamment traînent des casseroles, qui notamment ont des problèmes avec la justice, que vous avez accepté être dans votre gouvernement. Est-ce que vous ne trouvez pas cela problématique pour le combat que vous menez pour la libération des Congolais? Bon, mais pour commencer, quand quelqu'un traîne des casseroles avec la justice, il y a un principe de droit qui dit que jusqu'à ce que la personne n'est pas condamnée, la personne est censée être, comment dire, tant que la personne n'est pas condamnée, la personne est censée être écoutée. On va l'écouter et elle va venir expliquer quels sont les problèmes. Donc la justice peut vous appeler, mais si la justice ne vous a pas condamné, il n'y a malheureusement pas de problème. Votre Premier ministre a été condamné lors d'un procès. Bon, ce procès-là, c'est un procès, je ne veux pas rentrer dans les détails de ce procès, mais ce procès, c'est un procès
de personnes. C'est pas un procès qui répond au droit, parce que je crois savoir que la base de l'accusation de M. Moukoko, comme vous dites, la base de l'accusation de M. Moukoko, c'est une vidéo qui avait été vue sur les réseaux sociaux depuis 2007. Mais parce que M. Moukoko est venu se présenter comme candidat et on a pensé qu'il fallait à ce moment-là le condamner pour le punir d'avoir trahi le fait qu'il ait été conseiller de M. Sassou, et donc le Premier ministre qui était avec lui est rentré dans cette histoire. Mais vous savez avec moi que le Premier ministre était à Brazzaville peu avant le procès. Il est parti, il en est sorti, ils auraient pu l'arrêter. Pourquoi ils n'ont pas arrêté? Et donc ce procès, ce n'est pas un procès... cette justice-là, c'est une justice à 6 vitesses, si je peux dire. Ce n'est pas une justice, la justice n'est pas respectée. Et l'une des raisons, je crois que vous recevrez un jour le ministre en charge de la justice, qui est lui-même le Premier ministre, qui vous expliquera en long et en large comment dealer avec ces choses-là. Et la justice congolaise, malheureusement aujourd'hui, n'est pas libre. La justice congolaise n'est pas libre, cela vient notamment de votre parlante, mais on aimerait savoir, est-ce que l'armée congolaise est libre? L'armée congolaise, vous allez peut-être être un peu surpris, pour l'instant, n'existe pas. Pourquoi? L'armée congolaise n'existe pas aujourd'hui parce que une grande frange, tout au moins la frange dirigeante de cet instrument, de cette institution, est au service d'un système, au service d'un homme, au lieu d'être au service de la nation. L'armée devrait être au service de la nation. Et en étant au service de la nation, on arrête de servir un homme, on arrête de servir un système. Mais quand vous regardez même les procès que vous étiez en train de citer, quand vous regardez tous les événements qui sont en train d'être, les événements qui ont lieu au pays depuis les dernières 20 années, vous sentez que l'armée est en train de servir une personne, l'armée est en train de servir un clan, l'armée est en train de servir une tribu, alors que l'armée devrait servir la nation. Venons-en au commandement. Regardez le commandement de l'armée. Regardez le commandement des armées. Le Congo est un pays où il y a au moins 53 tribus au bas mot. Mais quand vous regardez la connotation du commandement de notre armée, vous penserez que vous êtes dans un pays où il n'y a qu'une seule tribu. Et ça, je ne pense pas qu'on puisse appeler une armée comme celle-là, une armée qui soit au service du peuple, qui soit au service de la nation. Mais comment redresser tout cela? Comment redresser tout cela? Quelles sont les propositions ou les solutions? Au-delà du fait que cela soit un des problèmes pour lesquels nous nous sommes mis à l'encontre de ce système, mais nous avons des solutions pour faire partir tout cela. Le système, c'est que il faut d'abord dire à tous les militaires que la République nous appartient à nous tous. Et donc, ceux qui ont eu la chance de devenir militaires, d'embrasser ce noble métier, ces gens-là ne devraient pas avoir peur quand nous allons prendre les affaires parce qu'ils sont congolais, ils sont rentrés à l'armée, ils ont choisi le service des armes pour servir la République et non pour servir un oncle, et non pour servir un parent, mais pour servir le pays. Et donc, nous viendrons, et avec eux, tous, personne ne va perdre son poste, tous ensemble, nous allons construire là où tout a été détruit. Et comment allons-nous nous y prendre? Nous allons nous y prendre parce que en ce 21e siècle, nous avons des nouvelles formes de menaces. Et ces nouvelles formes de menaces-là, et ces agressions peuvent prendre des formes qui sont telles que cybernétiques. Et donc, nous allons préparer, par exemple, nos militaires à pouvoir faire face à ces nouvelles formes de menaces. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous n'appelons pas notre stratégie de défense, mais nous l'appelons une stratégie de sécurité. Cette stratégie de sécurité nationale, c'est ce qui recouvre un champ vaste que celui de la défense nationale, parce que la stratégie de défense nationale est trop militarisant. Et la stratégie de défense couvre, parler de sécurité est plus acceptable et prend en compte le fait que nous puissions en avance
penser à tout ce qui pourrait ennuyer le Congo, tout ce qui pourrait venir se mettre sur le chemin du Congo et à voir comment faire face à tout cela. Et de l'autre côté, nous allons préparer nos troupes à avoir des capacités opérationnelles aussi bien en temps de paix qu'en temps de conflit et savoir qu'est-ce qu'il faut faire. J'étais en train de vous dire tout à l'heure, en temps de paix, mais vous pouvez avoir comme ennemi un virus à type Ebola, par exemple, et qu'est-ce que l'armée va faire pour arrêter la propagation rapide de ce virus Ebola qui peut, nous ne sommes que 5 millions, et si on ne fait pas gaffe, ce virus peut ramasser tout le Congo en un mois. Et voilà comment nous allons faire. Donc c'est en instruisant les militaires, nous allons d'abord venir, la première chose que nous allons faire, c'est recenser tous ceux qui sont dans l'armée, et dans ce recensement-là, nous allons évaluer les connaissances de tous et de chacun. Et au-delà de ça, il y aura une mise à jour. Une mise à jour en termes de technologie de ce jour. Une mise à jour en termes de ce dont nous avons besoin pour notre défense. Et en plus, il y aura une mise en place d'une commission chargée de rédiger un livre blanc de défense et de sécurité, qui donnerait place à une loi de programmation militaire multi-annuelle. Ça veut dire que ça ne va pas se faire en une année, ça va se faire en 2, 3, 4, 5 années, mais cela avec une programmation certaine. Et cette programmation va regarder tous les aspects qui vont être couverts. Entre-temps, nous allons donc, comme je disais, savoir combien nous sommes, que faisons-nous. Et il y a un taux d'illettrisme dans l'armée que nous devrons combattre et relever ce taux d'illettrisme-là, faire de sorte qu'aujourd'hui, vous savez que le Congo, par exemple, seul ne peut pas se battre contre le terrorisme international. Et si le Congo doit se battre contre le terrorisme international, ça va être avec la coopération des pays qui veulent bien, mais on n'ira pas envoyer dans cette coopération des agents, des soldats qui ne peuvent pas traiter avec leurs confrères des autres armées. Et donc, on va élever le niveau de nos soldats de sorte à être à même de négocier avec les autres et d'être efficaces dans cette lutte contre le terrorisme et dans ces luttes contre la cybernétique et toute attaque cybernétique qui peut arriver. Et voilà comment nous allons... Mais on aimerait aussi savoir, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, au Congo se pose aussi le problème des miliciens. C'est-à-dire les ninjas, les jeunes qui ont été embarqués notamment dans les guerres civiles que notre pays a connues. Et que allez-vous faire de ces jeunes-là, de ces miliciens-là, les ninjas, qui peuvent facilement retomber encore dans la barbarie? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Une des choses, vous avez raison, une des choses, c'est que quand ces jeunes-là se sentent abandonnés, ils peuvent tout de suite retomber et les vieux démons peuvent encore avoir raison d'eux. Et donc, l'une des choses, c'est dans le recensement, c'est pas seulement le recensement des forces actuelles, mais aussi surtout de ces ex-combattants. Et nous allons pour chacun de ces ex-combattants, en fonction de leur desiderata, nous efforcer à leur apporter le maximum de ce dont ils ont besoin. Quand ils vont recevoir le maximum de ce dont ils ont besoin, en termes de formation, en termes d'avenir, il y en a qui ne voudront certainement pas embrasser le métier d'armes. Il y en a qui voudront rester dans le métier d'armes. Mais le métier d'armes, on n'y entre pas seulement comme ça. Il y a des conditions qui font qu'ils rentrent. Et donc, tout le monde peut devenir milicien. Tout le monde ne peut pas devenir soldat militaire. Et pour ceux qui ne pourront pas devenir militaires pour une raison ou pour une autre, il est question que nous puissions nous occuper d'eux et ne pas les laisser. Ils sont congolais, ils se sont battus à un moment pour une raison ou pour une autre. Nous devrons à ce moment-là faire fi de notre passé et comme le dit notre hymne national, nous venir ensemble, oublier ce qui nous divise, se mettre ensemble pour bâtir la République, pour faire du Congo ce qu'il était. Le Congo est aujourd'hui la risée des gens. Le Congo est aujourd'hui le dernier des pays. Regardez, je vais citer par exemple en termes de défense. Le Congo a apporté ou a contribué à l'indépendance de la Namibie, de l'Angola surtout. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui le Congo va faire former ses officiers supérieurs en Angola? Je n'ai pas un problème contre l'Angola. L'Angola a évolué normalement. Mais nous qui leur avons donné l'indépendance, eux qui ont eu l'indépendance en 71, et nous
avons donné l'indépendance à ce pays, nous avons formé des cadres qui sont allés commander là-bas, le défunt président Agostinho Neto s'est formé au Congo. Aujourd'hui, c'est nous qui envoyons des cadres en Angola pour l'armée pour se faire former. Cela n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est que le Congo devrait avancer. Mais le Congo n'a pas avancé du tout. Et donc, nous devons regarder ces choses-là. Comment faire pour que notre armée soit au diapason du rayonnement du Congo en Afrique. Aujourd'hui, les Congolais qui sont bien formés, il y en a partout, mais l'organisation de notre armée, la tête de notre armée, ne permet pas à ces Congolais-là d'éclore. Partout où les Congolais vont dans des missions internationales, c'était des succès, sauf la dernière fois où ils sont allés à Bangui, ils ont emmené une clique des gens qui sont allés là-bas pour violer, et c'est devenu un problème avec les Nations Unies. Mais les militaires congolais, regardez ce qu'ils sont allés faire au Tchad, regardez ce qu'ils sont allés faire au Rwanda, ça a toujours laissé de notes positives. Et donc, c'est tout cela que nous allons regarder, c'est tout cela que nous allons adresser avec d'autres choses intérieures. Je vais en parler tout à l'heure. Comment reformer l'armée, comment tirer les leçons, par exemple, de ce qui s'est passé à Mpila. Parce que nous avons des casernes qui sont dans le centre de la ville, au milieu des populations. Et quand ce qui est arrivé à Mpila dernièrement, ben malheureusement, ça a tué des populations. Et donc, nous allons transférer, nous allons enlever toutes ces casernes qui sont au milieu de la population et les relocaliser, faire créer de nouvelles casernes où les militaires iront vivre. Et il y aura aussi une autre chose. À Brazzaville, vous arrivez à Brazzaville, vous êtes comme si vous êtes dans un pays en guerre. Même dans les pays en guerre, vous ne croisez pas autant de militaires en tenue et en armes. Mais à Brazzaville, vous ne pouvez pas faire 2 heures sans croiser un soldat en tenue. Vous pensez que cela nuit notamment à la sécurité du pays parce que... Oui, cela nuit à la sécurité du pays. Pourquoi? Parce que toute personne qui se met en tenue, et la tenue, ils utilisent la tenue comme si ils ont droit de vie et de mort sur les civils. Et à ce moment-là, ils utilisent leur tenue pour faire ce qu'ils veulent. Mais quand ces gens-là vivent, on nous prend les soldats, on les met en caserne, et le soldat qui sort, c'est avec permission. Et quand il est sorti, ben, on sait qui était à tel point, qui a causé tel dégât. Ben, on n'aura pas tous ces petits problèmes-là. Et donc, il n'y aura plus de militaires en tenue à des heures indues dehors. Les militaires vont vivre en caserne jusqu'à ce qu'ils aient leur retraite. Et quand ils vont prendre leur retraite, ils vont rejoindre la vie civile. Mais pendant qu'ils sont en service, ils vont habiter dans les casernes qui vont être disséminées à travers la République sur un plan que l'on ne peut pas discuter ici parce que vous savez, ça c'est des secrets défense. Mais à ce moment-là, nous allons remettre là-bas. Et même les militaires mariés vivront dans les casernes. Les militaires mariés vivront dans les casernes. Les militaires, il y a dans les camps des maisons des mariés, des maisons des célibataires, des maisons des officiers supérieurs, des maisons d'hommes de troupes, des maisons de sous-officiers. Et c'est donc un grand programme de construction. Et ce programme de construction-là, il va donner lieu à d'une tendance qui va faire il va falloir déplacer les troupes d'une place à une autre en fonction des besoins du moment, mais il va aussi falloir nourrir pour ceux qui vont être, bon, il y a des expressions militaires que je ne peux pas utiliser ici pour me faire comprendre d'autres, les gens qui vont être nourris par l'armée. Et donc, le service, même pour la nutrition des militaires dans les casernes, va reprendre et on va mieux les nourrir qu'ils ne le sont aujourd'hui. Il n'est pas surprenant aujourd'hui de voir des militaires qui vendent des boîtes de sardines dehors parce que et cette proximité des civils et des militaires entraîne de tels comportements. Et quand on va remettre les militaires dans leur camp, on va voir, il y aura toute cette différence-là. Et parce que les militaires auront leur camp, les militaires auront leur caserne, ils auront aussi, là où nous allons les affecter, ils auront aussi leurs hôpitaux.
c'est pas ce qu'est devenu l'hôpital militaire aujourd'hui, où tout le monde peut aller, mais des hôpitaux destinés aux militaires et à leurs enfants, parce qu'ils habitent dans leur caserne, et ils vont aller dans ces hôpitaux-là. Et tout ça, on a besoin d'effectifs, on a besoin de recenser qui est qui, combien de médecins avons-nous, de combien de médecins avons-nous besoin, de sorte que, depuis la programmation, depuis la classe de terminale, nous savons que dans 5 ans, nous aurons besoin de 22 médecins. On envoie 22, 23 médecins en formation pour ne pas qu'on tombe dans les situations que nous tombons, dans lesquelles nous tombons aujourd'hui, où vous envoyez des enfants étudier et bon, ben, au milieu de la formation, on vous renvoie 140 au Congo sur des raisons fallacieuses parce que ces enfants-là ont réclamé leurs droits. Il y a des choses à faire et beaucoup de choses à faire et nous allons les faire justement dans ces choses-là, quand on va refaire l'armée. Et comme je disais, la mise à niveau général des troupes et l'adaptation aux nouvelles technologies, ça aussi, c'est vraiment nécessaire. Parce qu'on ne peut pas faire face aujourd'hui aux nouveaux conflits et ne pas être à même de manipuler les nouvelles technologies. Mais quand il n'y a pas de conflit, quand on est en temps de paix, l'armée devrait aussi servir à quelque chose. Comme à quoi, par exemple? Comme à quoi? Vous connaissez le célèbre boulevard des armées. Oui, vous savez que il s'appelle pas. Pourquoi il s'appelle boulevard des armées? Il s'appelle boulevard des armées parce que il a été construit par le génie militaire. Il a été conçu par des militaires. C'est l'une des rares avenues de Brazzaville qui ne présente pas de trous. C'est l'une des rares avenues de Brazzaville qui, depuis sa construction, est restée constante. Et bien, toutes les autres avenues, quand vous les construisez, bon, 2-3 mois après, il y a des trous, il y a des nids de poules. Mais l'armée va aussi intervenir si l'intérêt de la nation, ce sont les routes. L'armée, avec son génie, au-delà de la construction des casernes que nous allons lui confier, va aussi intervenir dans la construction des routes. Que ce soit des routes secondaires, que ce soit des routes primaires, en fonction des capacités de l'armée, de ses capacités opérationnelles. Nous allons mettre les militaires sur la construction de ces routes qui vont d'ailleurs nous coûter moins cher, parce que si vous regardez le prix de la route Brazzaville-Pointe-Noire, je vous assure, si les dépenses qui ont été faites dans le Mayombe peuvent être justifiées à cause du relief du Mayombe, mais entre Brazzaville et Dolisie, c'est un terrain quasi plat, mais je vous apprends que c'est l'une des routes les plus chères du monde au kilomètre carré, au kilomètre goudronné plutôt. Et ça, on ne peut pas accepter ça. Ce sont ces choses-là qui font que nous avons, dans notre gouvernement, des gens qui sont en train de s'enrichir, passent des marchés de gré à gré. Nous qui avons la chance d'être en Europe, je maîtrise pas la parole pendant longtemps, mais nous qui avons la chance d'être en Europe, un jour, au Portugal, il y a eu une enquête. Ils ont appelé ça Route de Atlantico. Et une enquête qui était proprement portugaise. On se rend compte que dans cette enquête portugaise, on est allé découvrir un certain monsieur José Vega qui dit que l'argent qu'il a, il l'a eu en Afrique, spécifiquement au Congo. Et parce qu'il a eu cet argent au Congo, il ne pensait pas que les autorités portugaises devraient pouvoir avoir l'œil dessus. Et à l'occasion, il est allé déposer de l'argent cash dans une maison qui avait été achetée par un ministre congolais. Et cet argent-là, aujourd'hui, est dans les mains de l'État portugais. Ce même José Vega est le monsieur, l'intermédiaire, qui a acheté la villa de mademoiselle, la fille de l'enfant du président, aux États-Unis. C'est lui qui est l'acheteur de ça. Et ce même José Vega, c'est le monsieur qui a construit les puits d'eau, les points d'eau les plus chers du monde, plus chers qu'au Niger, je disais, et qui a construit les hôpitaux, à qui on a donné 12 hôpitaux. Il a construit 12 hôpitaux sur toute la République, mais ces 12 hôpitaux-là, aujourd'hui, aucun d'eux n'a pris fin. Aucun. Tous ces hôpitaux ont tous commencé, aucun de ces hôpitaux n'a pris fin. Pourquoi on n'a pas commencé hôpital par hôpital? Vous prenez 12 hôpitaux, vous mettez dans les bras d'une seule et même personne, et cette personne, à la fin, ne fait rien. Aujourd'hui, le gouvernement congolais est à la recherche de nouveaux financements pour finir ces travaux-là. Mais le Congo, aujourd'hui, est champion, comme j'ai lu quelque part, en éléphant blanc. Et donc, on va certainement inscrire à l'UNESCO que nous sommes les champions d'éléphants blancs parce que tous les projets que nous faisons ne se terminent pas.
tous les projets qu'ils ont commencé ici et là, dans, comment vous appelez, le plan d'urbanisation rapide des régions là, mais il y a plein d'éléphants blancs qui sont laissés ici et là, non terminés. Et aujourd'hui, on se plaint de l'argent. Où est l'argent? Il faut signer un accord ici. Mais pour arriver à un accord avec le FMI, il faut prendre au-delà de 2 ans. Mais aussi et surtout, il faut que tous les autres gouvernements de la sous-région fassent pression au FMI pour que le FMI puisse vous accorder après. C'est inconcevable. C'est inconcevable, vous avez parfaitement raison. Mais qu'allez-vous faire des militaires qui sont en exil? Alors, des militaires qui sont en exil, pour commencer, j'aimerais d'abord dire merci. Nous avons lancé un appel de recensement à tous ceux qui sont en exil, et non seulement les militaires, mais les ex-combattants aussi. Et tous ceux qui sont en exil, ils sont en train de répondre massivement. Nous en sommes aujourd'hui à plus de 300, et vous ne pouvez pas imaginer, moi je ne savais pas que nous avions des militaires congolais qui sont en Nouvelle-Zélande. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a des militaires congolais qui sont en Israël. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a des ex-militaires congolais qui sont vraiment disséminés à travers le monde. Donc nous disons déjà merci à tous ceux qui se sont inscrits. Nous relançons l'appel à tous ceux qui, à travers le monde, qui ont à un moment ou un autre travaillé pour les forces armées congolaises, de s'inscrire sur notre site. Si vous vous rapprochez de notre site, vous verrez l'adresse et inscrivez-vous. Et cela seulement parce que quand nous allons reprendre les choses, nous avons besoin, pour ceux qui seront encore en âge de réintégrer l'armée, nous allons faire une reconstitution de carrière. Même pour ceux qui iront en retraite. Vous avez droit à aller à la retraite, mais avec une reconstitution de carrière. Si vous devriez aller à la retraite adjudant et que vous avez fui ce pays-là comme sergent, tout ça, c'est votre droit. Vous n'avez pas fui parce que vous vouliez venir rester sur les Champs-Élysées, mais c'est parce que vous aviez un problème, vous n'aviez pas de sécurité chez vous. Et nous allons regarder tout cela. Tout cela fait partie de l'apaisement dont nous avons besoin pour construire et bâtir une république qui soit rayonnante et qui retrouve ses lettres de noblesse. Et pour terminer, j'ai une dernière question. J'aimerais savoir, on sait tous que les nominations militaires, notamment des officiers dans notre armée, sont des nominations qui, pour la plupart, sont ethniques, parce qu'il y a seulement, ethnique ou départementale, il y a seulement une ethnie ou un département qui a la dominance, notamment des Galons. Vous allez notamment faire comment pour, peut-être pas restructurer les choses, mais comment allez-vous procéder à nommer par exemple un général? Comment ça va se passer? Quelles sont les solutions que vous allez apporter pour qu'il n'y ait pas un département qui ait plus de généraux que d'autres départements, ou qu'il n'y ait pas par exemple une ethnie qui ait plus de colonels ou plus de capitaines que d'autres tribus ou d'autres ethnies? Comment vous allez donc procéder à ce tel phénomène? Bon, la première chose que l'on doit savoir ici, c'est que les militaires ne sont pas syndiqués. Les militaires n'étant pas syndiqués, on ne devrait pas pouvoir faire face à des comportements du genre que notre région a beaucoup plus de généraux que l'autre. Parce que pour être nommé général, cela va du chef militaire, du commandant des armées en place, qui personnellement nomme au galon de général qui il veut. Tout colonel, même un colonel qui a été nommé colonel il y a 2 heures, peut devenir général. Mais nous ne faisons pas la course aux généraux, sinon on va avoir une structure militaire en pyramide renversée. C'est-à-dire que la base étant vide, mais vous avez le sommet plein de généraux, mais avec quelles troupes? Et donc, ceux qui ont été nommés généraux, ben, c'est tant mieux pour eux, la République va assumer. La République va assumer, mais la République va aussi penser qu'il y a un besoin d'équilibre. Il y a un besoin d'équilibre, il y a un besoin de mérite. Déjà, pour arriver colonel, n'arrive pas colonel qui le veut. Et donc, en respectant ces critères, les militaires eux-mêmes, tous les généraux qui étaient là depuis longtemps, il n'y a pas de problème. Quand le président Lissoubé est arrivé, il a essayé de rééquilibrer en nommant des généraux dans toutes les régions. Vous aviez à Yayen, dans la Likwala, vous avez dans le Kouilou, le médecin militaire Tchitchelé, vous aviez... Donc, vous voyez, on a
comme équilibré. Vous aviez dans le Niari le général Mabika, vous aviez le général Mayulu qui a été nommé, le général... Donc, tous ces généraux-là ont été nommés pour essayer d'avoir des généraux non seulement disséminés sur la base des régions, mais aussi et surtout en prenant source de leur poids militaire, de leur expérience. Et aussi. Mais, malheureusement, il y a des généraux, comme nous avons pu le voir, qui ne sont pas capables de s'exprimer devant les gens. Exactement. Nous allons éviter, parce que cela ne salit pas seulement que l'armée, mais cela salit aussi les gens qui les nomment. Et nous allons, le dernier grade de l'armée normalement serait colonel. Quand vous êtes arrivé colonel, vous avez beaucoup fait pour votre pays, et que les autres pensent que vous pouvez arriver général. Votre chef pense qu'il peut vous élever au galon de général, mais cela arrivera. Mais le Congo est l'un des rares pays où le système qui nous dirige aujourd'hui a fait que le point de vue d'un citoyen dépende de ses origines. C'est-à-dire que quand vous dites une chose, on va demander, mais y est pas où tu habites. Comme si la justesse de mon point de vue dépendait de mes origines. Mais ce que je dis, si c'est juste, la vérité est unique. La vérité ne devrait pas pouvoir dépendre de mon lieu de naissance ou du lieu de naissance de mes parents, mais la vérité devrait être unique et on devrait pouvoir faire les choses pour construire le pays sur la base de la vérité. Le slogan qui est à la mode au pays aujourd'hui, c'est quoi? C'est, comment disent-ils? Congo avançant, je sais pas. Allons seulement jusqu'à l'émergence. Oui, oui. Congo émergent jusqu'à 2025. Mais si vous ne mettez pas au milieu de cette procédure les hommes, si vous ne mettez pas au niveau de ce désir d'émergence l'homme congolais, où allons-nous? Cette émergence n'arrivera jamais. Vous êtes resté au pouvoir à un moment où le Congo a été plus riche qu'il ne l'a jamais été de toute son histoire. Combien d'écoles ont été construites au Congo? Zéro. Une école a été construite parce que le 4 mars a détruit une école à ONZ, là-bas à Mpila, et ils ont construit une école digne d'aujourd'hui. Mais si vous regardez à côté, regardez le Rwanda, si vous regardez le Doing Business, le programme Doing Business aujourd'hui, le Congo est à combien de listes derrière le Rwanda? Nous sommes 180e, alors que le Rwanda est 25e. C'est pas possible. Et tout ça, nous pouvons redresser ces choses-là. Si on ne met pas l'homme congolais au centre de tout, au centre de nos politiques, tout ce qui va se faire nullement. Ça va être multiplié par zéro. Et donc, remettons l'homme congolais au milieu, remettons son éducation, sa santé, son bien-être au milieu, mettons donc ces choses-là au milieu pour que toutes ces autres choses-là puissent compter. Quand nous allons recruter des gens, ils vont manger comme ils peuvent à la caserne, ils vont vivre à la caserne dans des conditions normales, il n'y aura plus de militaires qui vont vivre à la cité, qui vont aller avoir et faire des choses à la cité, finir avec les voisins et prendre les terrains des voisins parce que je suis militaire. Non, il est à la caserne jusqu'au jour de sa retraite. Et voilà comment nous allons rebâtir ce pays-là, en mettant l'homme congolais au milieu, mais l'homme congolais indistinctement de ses origines. Aujourd'hui, on ne peut pas dire une chose sans pour autant que les gens demandent « Oh, mais qui parle là-bas? C'est lui, mais il vient d'où ?» Est-ce que ce que je dis veut dire que le Congo n'a pas fait 2 ans et demi, 3 ans pour négocier un accord avec le FMI? Pour négocier un accord, le Tchad l'a fait rapidement, même la Centrafrique l'a fait rapidement, mais le Congo, il fallait rester 3 ans. Il fallait que tous les dirigeants de la CEMAC fassent pression sur le FMI pour que nous puissions avoir aujourd'hui. C'est une honte. Donc, c'est une honte, tout ce qui se passe de mauvais dans notre pays. Mais quel serait votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est pour m'adresser aux Congolais. C'est pour m'adresser aux membres de la force publique et c'est pour m'adresser aux ex-combattants. Chers compatriotes, les 20 dernières années, le Congo a vécu et a traversé un des pires cauchemars qui puisse être pour un État. Si nous continuons ainsi, le Congo va être la risée de toute l'Afrique et par-delà du reste du monde. Il nous revient, à nous Congolais,
de prendre conscience de ce que nous voulons de notre pays. Très chers Congolais, au-delà de nos appartenances politiques, géographiques, nous n'avons qu'un seul pays. Ne regardez pas ceux qui dirigent ce pays-là parce qu'ils ont des intérêts ailleurs. Ils ont des maisons ailleurs. Si ça ne marche pas au Congo, les plus grandes sommes de leur argent, ils les ont investis dans les pays étrangers. Alors que chaque Congolais moyen a investi la plus grande somme d'argent en construisant sa maison. Si nous ne défendons pas notre territoire, personne ne saura le faire à notre place. Voilà pourquoi le Conseil national de libération du Congo a décidé d'éveiller les Congolais. Parce que depuis un moment, nous sommes comme dans une léthargie qui fasse que nous puissions nous attaquer les uns les autres sans attaquer ceux qui sont vraiment responsables de la déchéance de notre pays. Quand vous regardez ici, à l'étranger, les gens s'entrebouffent le nez alors que les raisons pour attaquer les gens... Mais il y a 4 jours, ou 5, je ne sais plus, vous avez vu le secrétaire général du PCT qui dit qu'ils ne peuvent pas rater et manquer le pouvoir parce qu'ils savent ce qu'ils ont vécu quand ils l'ont perdu. Donc, ils ne veulent pas rester au pouvoir à cause du Congo, ils veulent rester au pouvoir à cause de leur vécu. À cause du vécu négatif qu'ils ont eu quand ils l'ont perdu. Quand il s'agit de leur chef, quand il n'était pas au pouvoir, lui il dit qu'il a traversé le désert. Mais les Congolais qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de santé, qui n'ont pas d'école, est-ce là une traversée du désert? Combien de temps va-t-elle durer? Chers compatriotes, nous devons prendre conscience de nos droits. L'ami de la démocratie, c'est l'alternance. L'oxygène de la démocratie, c'est l'alternance. Et la démocratie nous donne tous un droit. Le droit de dire que nous ne sommes pas d'accord avec la manière par laquelle les choses sont gérées et nous allons nous lever pour cela. Le temps arrive, nous vous dirons ce qu'il faut faire. Pour l'instant, dites aux autres qui n'ont pas eu la chance d'apprendre et de comprendre la langue dans laquelle je parle, que un chef au Congo n'est pas un roi. C'est nous qui le votons, c'est nous qui pouvons l'enlever. Et quand il fait des choses qui ne marchent pas, c'est à nous qu'il revient de dire « Nous t'avons donné un travail, tu ne l'as pas fait et tu dois partir. » Merci. Gardez l'écoute. Nous reviendrons à vous et nous prendrons la direction qu'il faut afin que le Congo retrouve ses lettres dorées. Merci beaucoup. Pour la République, nous vaincrons.